Imaginez une nuit d'hiver, moins 30 degrés. Vous êtes assis à la lisière de la forêt, et tout autour règne un silence absolu. Pas de vent, pas de craquement de branches. Un silence si dense que vous entendez votre sang battre dans vos tempes. Et soudain, un son grave, prolongé, qui monte progressivement. Il vient de toutes les directions à la fois, traverse les arbres, la neige, votre corps. C'est un hurlement, le hurlement du loup. Une voix en prend une autre, une troisième, une quatrième. On croirait qu'ils sont des dizaines. En réalité, ils sont 5 ou 6. Mais chacun hurle à une fréquence différente. Et ensemble, ils créent une illusion acoustique qui donne des frissons dans le dos, même à un forestier chevronné. Aujourd'hui, nous allons parler des loups, de cet animal que l'humanité a adoré et exterminé en même temps, de ce prédateur que nous avons transformé en meilleur ami de l'homme pour le déclarer ensuite ennemi. Restez jusqu'à la fin. Fait 1. Le loup gris, le plus grand représentant de la famille des canidés sur la planète. Poids moyen d'un mâle adulte, environ 40 kg, à peu près comme un grand berger allemand, mais il existe des spécimens qui brisent tous les records. Le loup le plus lourd jamais enregistré en Amérique du Nord a été abattu en Alaska le 12 juillet 1939. Il pesait près de 80 kg. 80 kg. Le poids d'un homme adulte de constitution moyenne. Imaginez un prédateur de la taille d'un être humain, mais avec des mâchoires capables de broyer les os d'un élan. Les femelles sont généralement plus légères que les mâles de 2 à 5 kg, mais la différence n'est pas suffisante pour les distinguer à distance. Croisez un loup en forêt, vous ne saurez pas immédiatement si c'est un mâle ou une femelle. Les autres loups, en revanche, le déterminent instantanément à l'odorat. Faites 2. La longueur du corps du loup du museau à la pointe de la queue, 105 à 160 cm. La queue ajoute encore 30 à 50 cm. Au garrot, le loup atteint 80 à 85 cm. À titre de comparaison, c'est la hauteur d'une table de salle à manger standard. Quand un loup se tient à vos côtés, sa tête arrive à la hauteur de votre cuisse. Ce n'est pas un petit animal. Fait 3. Les loups respectent la règle de Bergman. Plus une population vit au nord, plus les individus sont grands. Les loups d'Alaska et du Canada peuvent peser 3 à 6 fois plus que leurs cousins de la péninsule arabique ou d'Inde. Le loup arabe pèse en moyenne 25 kg, comme un chien de cour ordinaire. Le loup canadien peut dépasser 60 kg. La même espèce, des conditions différentes, des tailles différentes. Fait 4. Le loup possède 42 dents, 12 incisives, 4 canines pouvant atteindre 6 cm de long, comme votre petit doigt, 16 prémolaires et 10 molaires. Chaque dent remplit sa fonction. Les incisives pour saisir et déchirer la peau, les canines pour maintenir la proie, les molaires pour broyer les os. La dentition complète se forme avant l'âge de 7 mois. Fait 5. La force de morsure du loup fait l'objet de débats sérieux. L'indice moyen est d'environ 400 livres par pouce carré. À titre de comparaison, chez l'homme c'est 120 à 160, chez le berger allemand environ 240. Mais certains chercheurs estiment qu'en attaque maximale, le loup peut développer une pression allant jusqu'à 1000, voire 200 livres par pouce carré, selon certaines données. C'est suffisant pour broyer l'os fémoral d'un élan en quelques morsures. Franchement, en voyant ces chiffres pour la première fois, j'ai dû les vérifier. Je les ai vérifiés. Les chiffres ont été confirmés. Fait 6. Le loup peut atteindre des vitesses de 50 à 60 km/h sur de courtes distances. Pour une créature de 40 à 60 kg, c'est un résultat impressionnant. Un loup a poursuivi un caribou sur 8 km, un autre a chassé un cerf pendant 20 km sans ralentir, et un loup de 11 ans, vieux selon les standards des loups, a attrapé un lièvre arctique après 7 minutes de course. Mais la vitesse n'est pas la principale arme du loup. Sa principale arme, c'est l'endurance. Le loup est capable de courir au trot à 8-9 km/h pendant plusieurs heures. En une seule nuit, la meute peut parcourir jusqu'à 100 km. C'est comme courir de Paris jusqu'à Chartres, sans s'arrêter, dans la neige, de nuit.
Aucun autre grand prédateur sur la planète ne possède une telle combinaison de vitesse et d'endurance. Le lion est plus rapide sur courte distance, le guépard encore plus rapide, mais tous deux s'épuisent en quelques dizaines de secondes. Le loup peut chasser sa proie pendant des heures. Fait 7, la patte du loup est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Dimension, environ 10 sur 13 cm, comparable à la paume d'un homme adulte. Entre les doigts se trouvent tant de petites membranes qui agissent comme des raquettes à neige, répartissant le poids sur la neige poudreuse. Les vaisseaux sanguins dans les coussinets des pattes sont disposés selon le principe des échangeurs à contre-courant. Le sang artériel réchauffe le sang veineux au retour. C'est pourquoi le loup peut courir des heures dans la neige à 40 degrés sans se geler les pattes. Fait 8. Le cœur du loup est disproportionnellement grand par rapport à son corps, représentant 0,9 à 1,7% de la masse totale. Chez un mammifère ordinaire, la proportion est de 0,5%, presque 2 fois moins. Ce n'est pas un hasard. Un cœur plus grand assure un pompage puissant du sang lors des longues poursuites. Les loups tibétains, qui vivent à des altitudes de plus de 3000 mètres, sont allés encore plus loin. Leurs cœurs sont adaptés pour fonctionner dans des conditions de manque d'oxygène. Fait 9, le loup est un nageur né. Il entre sans hésitation dans l'eau glacée à la poursuite d'une proie et est capable de traverser des lacs à la nage. Beaucoup d'animaux à sabots, fuyant les loups, courent vers l'eau en espérant y être en sécurité. En vain, le loup plonge après eux. Dans l'eau, l'élan ou le cerf perd son principal avantage. La vitesse sur ses longues pattes, tandis que le loup, au contraire, nage sûrement et rapidement. En été, les loups donc se baignent dans les ruisseaux pour se rafraîchir. Des cas ont été enregistrés où des loups se lavaient le pelage dans les rivières. L'épaisse fourrure nécessite des soins, surtout en hiver. La propreté du pelage n'est pas un caprice, c'est une question d'isolation thermique. Un pelage sale isole moins bien. Fait 10. Le pelage du loup est une construction en 2 couches, la couche externe. De longs poils de protection qui repoussent l'eau et la saleté. La couche interne, un sous-duvet dense qui fonctionne comme un matériau thermoactif. Le pelage d'hiver du loup est si efficace que l'animal peut dormir tranquillement dans la neige en plein air à 40 degrés, recroquevillé avec le museau couvert par la queue. Sans terrier, sans abri, juste la neige et le pelage. Fait 11. Le loup présente 5 couleurs de base. Gris, noir, blanc, brun et roux. Mais dans chaque couleur se trouvent des dizaines de nuances. Les loups arctiques sont presque entièrement blancs. Les loups de Yellowstone sont souvent noirs. La couleur noire, soit dit en passant, les loups l'ont reçue des chiens domestiques. Une mutation qui a été transmise aux loups sauvages par croisement il y a environ 1000 ans. Fait 12. Le nez du loup est un détecteur biologique d'odeur. À l'intérieur, environ 280 millions de récepteurs olfactifs. Chez le berger allemand, 225 millions. Chez l'homme, un modeste nombre de 5 millions. La surface de l'épithélium olfactif dans le nez du loup est environ 14 fois plus grande que chez nous. Autrement dit, le monde des odeurs pour le loup, c'est ce qu'est pour nous le monde des couleurs et des images, fondamental, dominant, définissant. Fait 13. Le loup peut sentir une proie à une distance allant jusqu'à 2,5 km avec le vent favorable. 2,5 km, c'est comme si vous étiez à un bout d'un grand quartier et sentiez une odeur de barbecue depuis l'autre extrémité. Sauf que le loup ne fait pas que sentir l'odeur. Il détermine la direction, l'espèce de l'animal et même son état de santé. Un animal malade sent différemment d'un animal sain. Les marqueurs chimiques du stress, de l'inflammation, de la faiblesse, le nez du loup les lit comme un scanner qui lit un code-barre. C'est précisément pourquoi les loups sélectionnent avec une telle précision la proie la plus vulnérable dans le troupeau. Ils sentent littéralement la faiblesse. Fait 14. Le chercheur Gordon Haber, qui a consacré sa vie à l'étude des loups en Alaska, était convaincu que les loups peuvent sentir un élan ou un caribou enfoui sous 3 mètres de neige, même si le vent souffle dans une direction défavorable. 3 mètres de neige, c'est la hauteur du plafond d'un appartement ordinaire. Fait 15,
Chaque narine du loup peut se mouvoir indépendamment. Cela lui permet de déterminer d'où vient l'odeur. Cela fonctionne comme un système stéréo, mais pour l'odorat. Le bout du museau est recouvert d'un motif unique de sillons et de plis, aussi individuel que l'empreinte digitale d'un être humain. Fait 16. Le loup entend des sons à des distances allant jusqu'à 16 km en terrain dégagé et jusqu'à 10 km en forêt. La gamme de perception atteint 25 kHz et certains chercheurs pensent que le seuil supérieur peut atteindre 80 kHz. À titre de comparaison, l'homme entend au maximum jusqu'à 20 kHz. Le loup entend ce qui est silence pour nous. Fait 17. L'œil du loup est adapté pour voir dans des conditions de faible éclairage. Derrière la rétine se trouve le tapetum lucidum, une couche de tissu réfléchissant qui renvoie la lumière à travers la rétine. C'est précisément pour cette raison que les yeux du loup brillent dans l'obscurité. Le signal lumineux doublé permet au loup de voir dans l'obscurité 5 fois mieux que l'homme. Fait 18. Le loup a une perception des couleurs limitée. Le monde ne lui apparaît pas en noir et blanc, mais dans des nuances pâles de jaune et de bleu. Le rouge et le vert se confondent en une seule nuance, mais le loup voit excellemment le mouvement. Même le plus petit mouvement à l'horizon n'échappera pas à son attention. Fait 19. Le hurlement du loup a une fréquence fondamentale de 150 à 780 Hz et contient jusqu'à 12 harmoniques. La voix humaine varie entre 85 et 255 Hz. Le hurlement du loup s'inscrit dans la gamme idéale pour la transmission sur de longues distances à travers forêts et terrains dégagés. Il peut être entendu à jusqu'à 16 km de distance. 16 km, c'est presque un semi-marathon. Imaginez que vous soyez sur la ligne de départ et que vous entendiez un loup hurler depuis la ligne d'arrivée. Fait 20. Chaque loup a une voix unique. Les chercheurs ont appris, grâce à l'analyse acoustique, à identifier les loups individuels à leur hurlement avec une précision de 80 à 100%. Un loup, une empreinte vocale. Quand la meute hurle, chaque participant choisit délibérément sa propre fréquence. Il s'harmonise, il ne chante pas à l'unisson. Le résultat, une illusion acoustique. 5 loups sonnent comme 15. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie d'intimidation. Faites une pause un instant. Avez-vous déjà entendu le hurlement d'un loup en direct ? Pas dans un film, pas dans un enregistrement, mais dans la vraie vie. Écrivez-le dans les commentaires. Je suis sincèrement curieux de savoir quelles émotions cela vous procure lorsque vous êtes dans l'obscurité et que vous entendez ce son. Fait 21. Les loups ne communiquent pas uniquement par le hurlement. Dans leur arsenal figurent ce qui est les grognements, les aboiements, les gémissements et les plaintes. Des chercheurs ont appliqué pour la première fois des algorithmes informatiques à l'analyse des hurlements et ont identifié 21 types de plaintes différents par leur hauteur et leur modulation. Différentes espèces et sous-espèces de canidés utilisent des types différents à des fréquences différentes. Chez les loups européens, le hurlement est plus prolongé et mélodieux. Chez les nord-américains, plus puissant, avec l'accent sur la première syllabe. Fait 22. Le grognement du loup a une fréquence fondamentale de 380 à 450 Hz et est principalement utilisé lors des combats pour la nourriture. Les petits grognent quand ils jouent, l'aboiement a une fréquence de 320 à 904 Hz. Les loups aboient beaucoup moins fréquemment et moins fort que les chiens, généralement quelques fois, puis ils se retirent. Ce n'est pas un avertissement comme celui du chien de maison, c'est un signal d'alarme, fait 23. Entre 60 et 80% de tous les marquages olfactifs du loup proviennent de la miction avec la patte levée. C'est le principal outil de communication territoriale. Les marquages sont distribués à environ 100 mètres les uns des autres, le long des voies de déplacement de la meute. À partir de l'odeur de l'urine, un loup détermine le sexe, l'âge, le statut reproductif et même la position sociale de celui qui a laissé le marquage. Fait 24, le loup possède des glandes spéciales sur le museau, les lèvres, le dos et entre les doigts des pattes. Chaque glande sécrète un ensemble unique de substances chimiques. Le profil olfactif du loup est aussi individuel que l'empreinte digitale. Quand un loup passe quelque part, il laisse derrière lui une trace invisible d'odeur personnelle.
La meute sait toujours qui est passé par là et quand. Fait 25. Le corps du loup est un système complet de signaux. La position des oreilles, de la queue, des lèvres, du plage, sur la nuque, tout a une signification. Le loup dominant se tient droit, oreilles dressées, queue levée, dents découvertes. Le subordonné, corps courbé, oreilles aplaties, queue entre les jambes, gueule fermée. Ce ne sont pas de simples postures. C'est un langage complexe et multidimensionnel qui permet de résoudre les conflits sans effusion de sang. Fait 26. La meute de loups n'est pas un gang, c'est une famille. Littéralement, une meute typique est composée d'un couple de parents et de leurs descendants de plusieurs années. Les aînés aident à élever les plus jeunes. Les tantes et les oncles s'occupent des pin-to-be des petits. Parfois des loups extérieurs sont acceptés dans la meute, mais c'est plutôt l'exception. Fait 27. Les termes alpha, bêta, oméga dans la description de la meute de loups sont obsolètes. Des biologistes qui ont étudié les loups en milieu sauvage pendant des décennies sont parvenus à la conclusion que la meute fonctionne comme une famille ordinaire. Il n'y a pas de lutte pour la direction, pas de tournoi pour le titre d'alpha. Les jeunes loups ne défient pas leurs parents, ils partent simplement quand ils grandissent et fondent leur propre famille. C'est justement cela qui m'a personnellement le plus frappé. Toute la mythologie de la culture populaire sur le mâle alpha est basée sur des observations de loups en captivité où des individus sans aucun lien de parenté étaient forcés de vivre ensemble. Dans une telle situation artificielle, une hiérarchie basée sur l'agressivité apparaît effectivement. Mais ce n'est pas le comportement des loups, c'est le comportement de prisonniers dans une prison. Le scientifique David Mech, qui avait lui-même jadis popularisé le terme de loup alpha, a publiquement renié par la suite cette conception et a demandé aux éditeurs de la supprimer des manuels. Dans la nature, les choses se passent tout autrement. Les chefs de la meute sont tout simplement la mère et le père. Fait 28. La taille de la meute est généralement de 5 à 8 individus, mais dans les endroits où la proie abonde, elle peut atteindre 36. Dans le parc national de Yellowstone, des meutes de 20 loups et plus ont été enregistrées. Fait 29. Le territoire d'une meute, de 200 à 1000 km². 1000 km², c'est la superficie d'un petit État européen. Les loups passent environ 35% de leur temps en mouvement. 20 à 30 km par jour constituent une promenade habituelle. Quand la proie manque, ils peuvent en parcourir plus de 100. Fait 30. Les loups sont monogames. Le couple se forme généralement pour la vie. Des chercheurs qui suivaient et découplent par GPS ont découvert que dans plus de 70% des mesures, les deux partenaires se trouvaient à moins de 100 mètres l'un de l'autre, la longueur d'un terrain de football. Ils sont presque toujours ensemble. Si un partenaire meurt, l'autre en cherche un nouveau, mais pas immédiatement. Les loups canins qui ont perdu leur partenaire passent parfois des semaines dans la solitude avant de reprendre leurs recherches. Certains chercheurs ont décrit des cas où le loup veuf revenait au lieu de la mort de son partenaire à plusieurs reprises pendant des mois entiers. Un nouveau couple ne se forme que lorsque le loup est vraiment prêt. Aucune hâte. Fait 31. En règle générale, seul le couple dominant se reproduit. La saison d'accouplement est en février-mars. La gestation dure 63 jours. Presque comme chez le chien domestique. Une portée compte 4 à 6 petits. Mais à Yellowstone, où la proie est abondante, il arrive que plusieurs portées naissent dans la même meute. Fait 32. Les petits naissent aveugles et sourds, pesant environ 500 grammes, comme une plaquette de beurre. Les yeux s'ouvrent vers le 10e jour. Jusqu'à 8 semaines, les petits sont sevrés. Entre 6 et 8 mois, ils commencent à voyager avec la meute et à participer à la chasse. Fait 33. La survie des petits. Des statistiques sévères. Entre 30 et 60% des petits meurent au cours de la première année. Maladies, prédateurs, manque de nourriture. Dans la nature, peu vivent plus de 5 ans. L'espérance de vie moyenne, 6 ans. En captivité, les loups peuvent atteindre 15 à 20 ans. Fait 34. Les petits passent par une étape appelée les lieux de rendez-vous. Quand ils ne sont plus allaités, mais encore trop petits pour voyager, ils sont
amenés dans des endroits spéciaux où ils passent le reste de l'été, apprenant les règles de comportement de la meute. C'est pratiquement une garderie pour loups. Fait 35. L'alimentation des petits est une responsabilité collective. Pas seulement la mère, mais aussi les autres membres de la meute régurgitent d'eux la nourriture partiellement digérée pour les petits. C'est ce qu'on appelle le soin alloparental. Toute la famille participe à l'élevage de la nouvelle génération. Fait 36. Les jeunes loups quittent la meute natale à l'âge de 2 à 3 ans. Ce processus s'appelle la dispersion. Ils partent chercher un partenaire et fonder leur propre meute. Les modes de départ varient. Certains partent progressivement, d'autres brusquement. Certains reviennent. Fait 37. Le loup solitaire. Le héros romantique. En réalité, c'est un loup en danger. Sans meute, les chances de survie chutent dramatiquement. Chasser une grande proie seule est extrêmement difficile. Défendre un territoire, impossible. Le loup solitaire doit éviter les territoires des autres meutes, se faufiler dans les bandes neutres entre les domaines, se nourrir de petites proies, lièvres, souris, charognes. C'est une existence à la limite. La plupart des loups solitaires tendent à trouver un partenaire le plus tôt possible et à former une nouvelle meute. Chose intéressante, les loups solitaires ne hurlent presque jamais. La logique est simple. Le hurlement attire l'attention des meutes étrangères et le loup solitaire n'a rien pour répondre à l'agression. Le silence est sa seule protection. L'image romantique du loup solitaire hurlant sur un rocher est une belle fiction. En réalité, le solitaire se tait et se cache. Fait 38. Les loups sont des prédateurs de poursuite. Ils ne guettent pas comme les pumas. Ils suivent, testent, chassent. Une chasse typique commence par la détection de la proie par l'odorat, suivie d'une approche, puis un sprint court pour tester la force de la proie. Si la proie fuit, poursuite. Si elle reste sur place, les loups se retirent généralement. Fait 39. L'efficacité de la chasse des loups est étonnamment faible. Selon différentes estimations, seuls 10 à 20% des poursuites se terminent par un succès. Les 80 à 90% restants sont des échecs. L'élan, le bison, le cerf restent souvent simplement sur place sans bouger et les loups d'anneaux fins n'osent pas attaquer. Pourquoi ? Parce qu'un élan qui se tient immobile est un mur de muscles et d'os pesant une demi-tonne. Un seul coup de sabot peut tuer un loup sur le coup. Fracture du crâne, côte cassée, organes internes déchirés. Et les loups le savent. Ils testent la proie, courent autour d'elle, s'approchent. Si l'animal boite, s'il reste en arrière par rapport au troupeau, si quelque chose trahit une faiblesse, attaque. Sinon, retraite. Des cas ont été enregistrés où une femelle élan a tué 2 loups mâles adultes au cours du même combat. Un bison qui se défendait a gravement blessé 4 loups en un seul affrontement. La chasse n'est pas un combat, c'est un risque mortel à chaque fois. Fait 40. Pendant la chasse, chaque loup joue un rôle. Certains poursuivent la proie, d'autres coupent les voies de retraite, d'autres attendent sur les flancs, prêts à intercepter si la proie change de direction. Ce n'est pas une poursuite chaotique, c'est une coordination affinée par des millénaires. La taille optimale de la meute pour chasser les élans, 4 loups. Plus nombreux et le bénéfice des bouches supplémentaires devient inférieur au coût de les nourrir. Pour les bisons, plus ils sont nombreux, mieux c'est, car le bison est une montagne de muscles que 4 loups ne peuvent tout simplement pas arrêter. Chose intéressante, les loups collés solitaires sont parfois plus efficaces que les meutes pour chasser de grandes proies. Les chercheurs n'ont pas pu expliquer cela longtemps. Raison possible, le solitaire utilise l'effet de surprise, tandis que la meute alerte la proie par le bruit et l'agitation. Fait 41. Un loup peut manger jusqu'à 9 kg de viande en une seule fois. 9 kg, comme si vous vous asseyiez et mangiez 18 grands steaks à la suite. D'où l'expression « manger comme un loup », vite et voracement. Mais ce n'est pas de la gourmandise. Les loups ne savent jamais quand sera leur prochaine proie. Ils peuvent ne souffrir de la faim plusieurs jours de suite. Le minimum pour survivre, un peu plus d'1 kg par jour. Pour une reproduction réussie, 2,5 à 3,5 kg. Fait 42. La proie principale des loups, les grands ongulés, cerfs, élans, caribous, bisons, sangliers. Mais les loups sont opportunistes. Ils mangent des lièvres, des castors, des oies, des poissons, des baies, tout ce qui est disponible.
Au cours des derniers millénaires, leur régime alimentaire a radicalement changé. Pendant la période glaciaire, les ancêtres des loups modernes chassaient les chevaux. Quand les chevaux ont disparu, ils se sont orientés vers les caribous et les élans. Fait 43. Les loups ne choisissent pas leur proie au hasard. Ils attaquent délibérément les animaux jeunes, vieux, malades ou affaiblis. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une fonction écologique. Les loups sont les sanitaires de l'écosystème au sens littéral. Ils éliminent des populations les individus génétiquement inadaptés et malades, rendant le troupeau plus sain à long terme. Fait 44, la proie du loup ne se perd pas en vain. Les restes de la carcasse nourrissent des dizaines d'autres espèces. Les chercheurs ont documenté qu'au moins 20 espèces bénéficiant de la proie du loup, coyotes, vautours chauves, aigles des champs, ours grizzly, ours noir, corbeau, pie, renard. Le loup en tue un, en nourrit beaucoup. Fait 45. Les loups sont capables d'apprendre, et vite. Des études ont montré qu'ils ne sont pas inférieurs. Et lors d'une série de tests, surpassent même les chiens domestiques dans la résolution de tâches. Ils adaptent leur tactique de chasse sur la base d'expériences antérieures. Ils mémorisent des itinéraires, évaluent les risques. Ils prennent la décision d'attaquer ou de se retirer sur la base d'une analyse rapide de la situation. Fait 46. Les loups sont capables d'apprendre par observation. Les petits apprennent à chasser en observant les adultes. Ils n'agissent pas sur la base de l'instinct inné. Ils acquièrent des compétences. Un petit qui voit un élan pour la première fois ne sait pas comment l'attaquer. Il observe, mémorise, essaie, fait des erreurs, observe à nouveau. Pour maîtriser l'arsenal complet des techniques de chasse, il faut 1 an et demi à 2 ans. C'est un aspect qu'on met à l'essentiel. Si les chasseurs expérimentés sont retirés de la meute, par exemple si les mâles adultes sont abattus, toute la meute perd en efficacité. Les jeunes se retrouvent sans professeur. Le savoir transmis de génération en génération est interrompu. La meute est une bibliothèque vivante. Chaque loup expérimenté tué est un chapitre brûlé. Fait 47. L'intelligence sociale du loup est définie par 2 traits essentiels, la flexibilité et la résilience. Flexibilité, la capacité d'adapter son comportement à des situations nouvelles. Résilience, la capacité à se remettre d'événements stressants. La chercheuse Jane Packard de l'Université d'État du Texas l'a décrit ainsi: les loups sont capables de changer de stratégie de communication en fonction de celui avec qui ils interagissent, un égal, un parent, un étranger ou un partenaire. Fait 48. Les loups jouent. Les loups adultes jouent. Ils se battent en plaisantant, se courent après, sautent, se roulent dans la neige, tirent sur des bâtons et des os. Le jeu n'est pas seulement de l'amusement, c'est un mécanisme de consolidation des liens sociaux, de réduction du stress et de maintien de la condition physique. Pendant le jeu, les loups utilisent une révérence spéciale de jeu, les pattes avant étendues, la poitrine collée au sol, la partie arrière levée. Ce geste signifie: tout ce qui suit, c'est du jeu, ne prenez pas le grognement au sérieux. D'ailleurs, les chiens domestiques utilisent le même geste. Ils l'ont hérité du loup. Les loups qui jouent le plus ensemble hurlent plus souvent l'un pour l'autre quand ils se séparent. Les chercheurs ont découvert un lien direct entre la qualité de la relation et la fréquence des hurlements. Plus l'attachement est fort, plus l'appel est puissant. Fait 49. Les loups prennent soin les uns des autres, ils se lèchent, se frottent les museaux et les nez, se mordillent doucement. Ce n'est pas de l'hygiène, c'est de l'affection. Le contact physique est l'élément le plus important de la vie sociale de la meute. Les loups qui ont perdu leur partenaire manifestent un comportement que les biologistes décrivent prudemment comme du deuil. Fait 50. Les loups sont capables de faire leur deuil. Je l'admets, ce fut pour moi l'une des découvertes les plus puissantes. Quand un membre de la meute meurt, surtout un partenaire, les autres loups changent de comportement. Ils mangent moins, hurlent davantage, perdent leur énergie. Des observateurs de Yellowstone ont décrit des cas où une louve revenait pendant des semaines à l'endroit où son partenaire était mort. Une autre meute, après la perte d'un petit à cause d'une maladie, a cessé de chasser pendant 3 jours.
Il restait simplement près du gîte et gémissait. Ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Ce sont des observations documentées par des scientifiques qui ont passé des milliers d'heures sur le terrain. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que les loups vivent de le deuil au sens humain du terme. La science ne donne pas encore de réponse claire, mais leur comportement ressemble exactement à ce à quoi ressemblerait le deuil si nous l'observions chez un être humain. Et si ce n'est pas du deuil, alors qu'est-ce que c'est ? Le loup n'a pas changé. Il est le même qu'il a toujours été, le prédateur intelligent, loyal, puissant, attaché à sa famille, qui vit selon ses lois dans les forêts, les toundras et les montagnes. Il hurle la nuit, non pas vers la lune, mais vers les siens. Il chasse non par cruauté, mais pour vivre. Il défend sa famille, non par devoir, mais par quelque chose que nous ne pouvons pas nommer avec précision, mais qui ressemble beaucoup à l'amour. C'est nous qui avons changé. La question est, serons-nous suffisamment sages pour cesser de réparer ce qui n'était pas brisé ? Pour laisser tranquille une créature qui était sur cette planète bien avant nous, et qui peut-être y restera après nous, le loup n'a pas besoin de notre admiration. Il n'a besoin que d'une seule chose, qu'on le laisse en paix,